Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 29 janvier à la une de ce journal. L'organisation au sein de l'éducation nationale suite à la fermeture de certains établissements scolaires. Un nombre important de cas décelés en Petite-Terre et à Bouéni a conduit les autorités à prendre des mesures drastiques. Néanmoins, l'école ne s'arrête pas pour autant. En effet, c'est le retour des enseignements à distance. Un dispositif compliqué à mettre en place localement, même si le recteur assure que tout sera fait pour éviter les décrochages scolaires. Au montage, Leslie Vimenet. Certains établissements scolaires de Lille ont à nouveau leurs portes closes. La situation sanitaire a poussé à de nouvelles fermetures qui ne seront pas sans conséquence sur la qualité de l'enseignement. Néanmoins, le recteur de Mayotte, Gilles Albou, veut aussi voir le positif, à commencer par le travail réalisé pour remettre aux normes les écoles. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. D'abord, évidemment, les conditions sanitaires dans les établissements. Évidemment, d'un mal, on peut dire aussi qu'on a fait un bien. Il y a eu quand même un éveil des mairies, puis en plus dans certains changements à leur tête. Et vous avez pu le constater, il y a eu construction de nombreux points d'eau et un gros travail qui a été fait sur l'entretien, les nettoyages des salles de classe. Tout n'est pas évidemment encore parfait. On ne peut pas du jour au lendemain transformer toutes nos écoles en écoles modèles, mais déjà, c'est quand même une des premières conséquences et une conséquence positive du confinement. Un grand nombre d'enfants ne possèdent pas chez eux les équipements informatiques nécessaires aux apprentissages à distance. Idem dans les écoles où la transition numérique reste lente. À ce titre, le recteur souhaite accélérer les choses en s'appuyant notamment sur le plan de relance annoncé par l'État. Donc là, je vais commencer dès ce matin à aller à la rencontre à nouveau des maires pour leur proposer des dispositifs d'équipement informatique dans les classes qui ne sont pas encore équipées. Nous avons obtenu des financements dans le cadre de l'école numérique rurale. Nous avions ça avec une participation des communes. Et puis dans le cadre du plan de relance, nous pourrons encore ajouter à ces dispositifs d'autres modalités d'acquisition d'équipements numériques. Donc c'est très important, là aussi, de tenir les enseignements du passé et d'équiper ces écoles en tablettes, en ordinateurs qui pourront être, si la situation devait durer, donc ces équipements, être mis à disposition des familles. Le recteur sait qu'il est primordial de s'habituer à ce mode de fonctionnement hybride. À ce titre, des passages en demi-jauge sont envisagés pour réduire le brassage des élèves. En parallèle, sur un territoire où l'illettrisme et l'analphabétisme battent des records, le rectorat agit pour permettre aux parents d'aider leurs enfants à travailler à la maison. C'est aussi une troisième piste de travail que nous avons commencé avec les associations de parents. C'est donc tout le travail que nous faisons actuellement dans les dispositifs d'école des parents, de formation des parents. Nous avons commencé avec la FCPE, avec l'UDCSF, ces formations de parents pendant les vacances. Vous savez que pendant les vacances, nous ouvrons un maximum de nos établissements, de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées. Et dans le cadre de ces vacances apprenantes, nous mettons évidemment des dispositifs pour accueillir les élèves, mais aussi des dispositifs pour accueillir les parents et pour les former. Et nous le faisons pendant les vacances, nous le faisons aussi après l'école, dans un grand nombre de collèges, presque la totalité des collèges. Les parents sont régulièrement accueillis pour certains pour apprendre le français, et puis pour la plupart aussi pour les sensibiliser à ce que c'est que l'espace numérique de travail, comment suivre son enfant, comment le faire travailler à la maison. Enfants, parents, enseignants, tout le monde se doit d'être mobilisé pour éviter au maximum les décrochages scolaires dont le taux était déjà très important avant la crise sanitaire. Depuis 9 jours maintenant, le couvre-feu est en vigueur sur tout le territoire. Instauré de 18h à 4h du matin, il doit durer encore 5 jours au minimum. Si cette mesure est globalement respectée à Mamoudzou, la mairie a déployé ses effectifs de police sur le terrain afin de prévenir tout relâchement. Alors que 3 communes de Mayotte vivent actuellement un nouveau confinement, le chef-lieu veut à tout prix éviter un tel scénario. Ivan Rakotovao. Il est 20h. Le couvre-feu a commencé depuis 2 heures déjà et les policiers municipaux de Mamoudzou sont en position. Leur mission,
contrôler les personnes qui circulent encore sur la voie publique. Vous avez vu, hein, je suis un entrepreneur, donc... Vous avez l'attestation là, c'est bon? Oui, oui. Bah, vous avez bien vu, j'ai montré, j'ai l'attestation. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur d'autres aventures. Attestation de rigueur pour les personnes pouvant justifier d'un déplacement d'ordre professionnel ou médical. Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 €. Pour s'assurer que les règles soient respectées, la ville de Mamoudzou a déployé ses hommes sur le terrain depuis le début du couvre-feu la semaine dernière. Nous, on a ce point fixe, le rond-point SFR qui est pour nous de 18h à 4h du matin. On a le rond-point qui est le rond-point Passo, c'est les collègues de la nationale. Et aussi le rond-point de Passamainti en direction de Tsunzu ou de Vaïbé. Donc je ne peux pas vous dire combien d'effectifs ils ont mis là-dessus. Mais nous, chaque nuit, au minimum, on a 3 agents qui doivent prendre le point jusqu'à 4h du matin. Cette opération de contrôle est le fruit d'une collaboration entre police municipale et nationale, cette dernière assurant les contrôles sur d'autres secteurs. Et surtout suite au pacte qu'on a signé avec la police nationale et la préfecture, on se voit tous les derniers vendredis du mois pour faire le point. Et c'est quelque part un regroupement de nos forces. On met ensemble nos forces pour avoir beaucoup plus de visibilité dans la commune. Une coopération renforcée est nécessaire selon les autorités au vu de l'aggravation inexorable de la situation sanitaire. Oui, la situation des 3 communes qui sont déjà confinées nous inquiète énormément. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous appelons à la population de respecter ces mesures parce que si jamais on lâche un peu, nous serons obligés, je pense qu'on sera confinés et ce n'est pas de bonne augure pour tout le monde. Le couvre-feu a été instauré le 21 janvier dernier pour 15 jours. Dans un premier temps, la pédagogie a été privilégiée sur la répression. Désormais, la mairie annonce tolérance zéro. Et depuis hier soir, la commune de Bouéni et les 2 communes de Petite-Terre sont donc entrées en confinement. Face à la progression fulgurante des cas positifs au coronavirus sur l'île, la crainte d'un confinement étendu sur tout le département se fait de plus en plus ressentir. Particulièrement touchés par la crise, les professionnels de la restauration redoutent à Mayotte des pertes sans précédent pour le secteur et affichent sans concession leurs inquiétudes. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Face à l'explosion des cas positifs au Covid, la menace des nouveaux confinements généralisés plane de plus en plus au-dessus de Mayotte. Les restaurateurs se souviennent encore du premier confinement et la crainte du bis repetita est bien présente chez ces derniers. Beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent, des situations d'entreprises en difficulté. Les entreprises sont clairement pas au mieux, donc on voit revenir la possibilité d'un autre confinement avec les difficultés qui vont avec. Ça pourrait être le coup de grâce pour certains. Outre l'aspect économique, il y a l'aspect psychologique aussi. Le stop and go, c'est quelque chose pour un entrepreneur qui est totalement insupportable, usant. On ne sait plus, on peut pas, on peut comme ça, mais pas comme ça. La situation fait qu'on essaye de s'adapter au mieux, mais c'est particulièrement épuisant. Oui. Si en Grande Terre, hormis la commune de Bouéni, les habitants en sont en spéculation, la Petite Terre est déjà confinée depuis hier 18h. Francky Bagnez tient un restaurant sur Dzaoudi et il ne se fait guère d'illusions sur les conséquences de ce confinement. Pour un restaurant plus traditionnel comme le Tour du Monde à Dzaoudi, où on a une terrasse et une salle avec une capacité d'accueil d'environ 60 couverts, là il est évident que la vente à emporter n'est pas dans les habitudes des clients, la livraison encore moins. Donc là, ça se traduit par une baisse de chiffre d'affaires de plus de 80%. L'objectif, c'est d'arriver à couvrir les charges fixes, que sont par exemple les loyers, les assurances, l'énergie pour les moyens de stockage froid qui restent branchés. Et un loyer, par exemple, un loyer de plus de 2 000 €, malheureusement, il n'y a pas de compensation de ce loyer. Une réunion a été organisée il y a quelques jours entre l'UMI et les services de l'État afin de répondre aux interrogations des restaurateurs sur les dispositifs d'aide mis en place. Au sortir de cette assemblée, les restaurateurs sont unanimes. Les aides du gouvernement sont loin d'être suffisantes afin d'absorber les pertes liées à la pandémie. L'île devrait être fixée dans les prochains jours concernant un nouveau reconfinement ou non.
Nous l'évoquions lors des dernières éditions, les grands élus de Lille ont alerté le Premier ministre pour réclamer le placement du territoire en état d'urgence sécuritaire. Une mesure forte qui comprendrait plusieurs volets, à commencer par des moyens supplémentaires pour les forces de l'ordre et la justice. Selon Issa Abdou Issa, 4e vice-président du conseil départemental, cette mesure est la seule option pour faire face à la situation inédite que vit le département. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. L'idée centrale que j'indiquais tout à l'heure de l'état d'urgence sécuritaire, de quoi s'agit-il? C'est un élément qui va donner les moyens, comme je l'indiquais tout à l'heure, à ce territoire de s'en sortir et qui repose sur 3 piliers. D'abord les moyens qui doivent être pérennes parce que calibrés à juste hauteur de la démographie réelle de ce territoire, mais aussi réelle par rapport au nombre de délits et de délinquances que subit ce territoire. Ce sont aussi des moyens juridiques parce qu'il faut une cour d'appel et un tribunal de plein exercice sur ce territoire, mais également un deuxième commissariat à Congo par exemple. Le deuxième pilier, c'est la question liée aux mineurs et aux jeunes majeurs. Mineurs parce qu'il faut étendre la circulaire Taubira sur ce territoire, faire en sorte que nous désengorgions ce territoire, permettre que ces jeunes qui nous posent problème puissent aller ailleurs aussi au nom de la solidarité nationale. Ça se passe ailleurs, pourquoi pas ici à Mayotte. Et puis, s'agissant des jeunes majeurs, et j'étais heureux d'entendre cette ordonnance de 45 qui a été revue et corrigée. Oui. Nous avons fait des propositions et il faut aller plus loin. Place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le STM qui maintient ses horaires modifiés ou encore les demandes du député Mansour Kamardine pour faire face à la crise sanitaire. Au montage, Leslie Vimenet. Au lendemain des annonces de confinement en Petite Terre et à Bouéni, le député Mansour Kamardine s'est adressé au gouvernement afin de réclamer plusieurs mesures permettant de faire face à l'urgence. Le parlementaire demandait notamment l'ouverture de 2 centres de vaccination, un en Petite Terre et un à Bouéni dans le sud. Hier, la directrice de l'ARS a annoncé que cela était déjà prévu et devrait intervenir la semaine prochaine. Le député réclamait également l'envoi immédiat des nombres de doses permettant de vacciner toutes les personnes qui le souhaitent de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités. Sur ce point, Dominique Voynet a assuré une montée en puissance progressive mais très loin des demandes de Mansour Kamardine. Ce dernier réclame encore l'envoi du vaccin Moderna qui permet de décentraliser la vaccination dans les communes. Là encore, la mesure est prévue, mais il faudra être patient. Le nombre de vaccins Moderna reçus étant pour l'heure extrêmement faible en France. Le service des transports maritimes informe que les horaires des barges ne changeront pas malgré le confinement des communes de Petite Terre. En effet, le programme de rotation déjà en vigueur depuis le 21 janvier 2021 est maintenu le matin et en journée, l'ensemble des horaires habituels restent les mêmes. Le soir, les derniers départs sont à 21h dans le sens Dzaoudi qui est Issoufali et à 21h30 dans le sens Mamoudzou, gare maritime. Ces horaires sont applicables 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Les passagers devront pouvoir justifier de leur déplacement à tout moment en présentant l'un des justificatifs prévus par la préfecture. En effet, sont autorisés à traverser uniquement ceux qui sont contraints de quitter leur travail au-delà de 18h et qui ne peuvent télétravailler. C'est le cas des policiers vivant en Petite Terre, mais également des personnels soignants ou encore des pompiers. Ces mesures sont applicables jusqu'à nouvel ordre, les horaires pourront être revus suivant l'évolution de la situation. Et suite au confinement décrété en Petite Terre, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a décidé de fermer l'accueil physique de l'agence de l'abattoir jusqu'à nouvel ordre. La boîte aux lettres reste néanmoins accessible. Par ailleurs, l'accueil physique sur rendez-vous sur les autres sites reste ouvert. C'est le cas du site de Kinga à Kaweni et des permanences de Sada et de Hamjagou. Pour prendre rendez-vous, il est indispensable de se connecter sur le site internet www.cssm.fr ou d'envoyer un mail pfs.cssm@css-mayotte.fr. Il est également possible de contacter le 02 69 61 91 91. À compter du 1er février 2021, la CSSM informe qu'elle ne recevra que sur rendez-vous compte tenu de la situation sanitaire dégradée actuellement. La Caisse assure cependant poursuivre ses activités en back-office sur les traitements des dossiers. Néanmoins, il apparaît évident que les délais jugés déjà trop longs de prise en charge ne risquent pas de s'améliorer avec la situation sanitaire.
Comme annoncé hier, la société de sauvetage en mer de Mayotte a reçu cette semaine son nouveau bateau d'intervention. Le Tamani, c'est son nom, un navire rapide flambant neuf de près de 10 mètres de long qui va permettre à la SNSM de porter assistance aux personnes en détresse au large des côtes mahoraises. Pour l'occasion, l'association a accepté notre caméra à bord pour une démonstration. Un reportage signé Ivan Rakotovao. Plus de 2 ans qu'Alain et ses équipiers sauveteurs en mer attendaient ce moment. Mettre les moteurs en route, larguer les amarres et prendre le large à bord de leur nouveau bateau d'intervention. C'est extrêmement souple, extrêmement puissant, très très précis. Expédié de métropole, ce bateau flambant neuf est arrivé mercredi dernier au port de Longoni. Baptisé Tamani, ses 9 mètres de long peuvent embarquer jusqu'à 4 membres d'équipage. Et quand Alain pousse ses 2 moteurs de 300 chevaux chacun, mieux vaut bien s'accrocher. En vitesse de croisière, on va être aux alentours de 30 nœuds, à peu près 50 km/h. Vitesse maximale, on va être aux alentours de 40-50 nœuds. Donc 40-50 nœuds, 50 nœuds, ce qui fait peu différent de 90 km/h sur l'eau, ce qui est énorme. Un concentré de puissance qui permettra désormais à la Société nationale de sauvetage en mer de Mayotte d'intervenir rapidement et sur un grand rayon d'action. On a une autonomie qui nous permet bien sûr de faire le tour de l'île, avec un bateau extrêmement puissant, extrêmement rapide. Bon, il y a malgré tout le temps de navigation qui est incompressible, mais on peut effectivement aller aussi bien au niveau de Msamboro que de Bouéni ou d'autres communes, Sada, etc. Il n'y a pas de souci. Dimensionné spécialement pour les sauvetages en mer, le navire dispose de tout un équipement facilitant les interventions, comme cette porte latérale pour plongeurs. Alors on va récupérer Mike qui était en exercice, un plan dur avec une victime dessus que l'on peut hisser directement au sol. Donc là, c'est vraiment très facile pour monter à bord. Ne pas avoir à manipuler lourdement une personne qui serait éventuellement polytraumatisée, c'est pouvoir faire les choses sans très grands efforts comme auparavant où on était obligé de passer par-dessus le franc-bord pour faire monter les personnes à bord. Un équipement qui a un coût, le bateau a coûté près de 260 000 €. Un investissement colossal que cette association de bénévoles n'aurait jamais pu assurer seule. Je voulais d'abord remercier le conseil départemental pour son aide. Sans son aide précieuse, jamais on n'aurait pu avoir ce moyen. Son financement a été déterminant. Et ainsi que la ministre des Outre-mer, Madame Girardin, l'ancienne ministre des Outre-mer, Madame Girardin, qui nous a également aidés pour le financement. Après 2 ans sans navire, les sauveteurs en mer de Mayotte vont donc pouvoir reprendre pleinement leur mission. Cependant, le Tamani ne rentrera pas en fonction dans l'immédiat. Ses équipages doivent d'abord être formés. La SNSM espère une mise en service d'ici la fin du printemps prochain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.